Donc, good. Donc, bienvenue dans cette deuxième journée-là de notre bootcamp. Donc, comment réussir à acheter ton prochain immeuble locatif dans les prochains 6 mois et comment que ça va contribuer à l'atteinte de ton indépendance financière dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. L'immobilier, c'est un job de moyen terme. Il y a moyen de faire ça rapidement, mais la moyenne des ours, si je peux dire, et la vaste majorité des ours ou des investisseurs, c'est vraiment un boulot de plusieurs années. Donc, aujourd'hui, on va parler de prospection immobilière, de prospection hors marché. Donc, je vais vous donner des exemples concrets, des exemples réels que j'ai vécus dans les dernières années et que vous pourriez appliquer dès demain matin, dès cet après-midi également. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre. Donc, est-ce que c'est le fun? Je vois vos commentaires aujourd'hui directement dans ma plateforme, ce que je ne voyais pas hier. Donc, est-ce que vous avez déjà fait de la prospection hors marché en immobilier, évidemment? Donc, et si oui, c'était, est-ce que vous avez conclu une transaction? Est-ce que vous avez eu une offre d'achat qui était acceptée? Comment ça s'est passé? J'aimerais ça que vous me le disiez dans les commentaires. Donc, bonjour Eric, bonjour Anne, Guylaine, Nguessan, Imo, Jarvi. Donc, oui. Donc, excellent. Donc, laissez-moi le savoir. Donc, moi, j'ai fait de tout. Hein. J'ai fait et avec courtier et je fais de la prospection hors marché également. Donc, il faut vraiment faire les deux. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler côté courtier, quoiqu'à la fin, je vais vous donner des petits exemples aussi avec courtier, mais des courtiers qui nous emmènent des deals qui ne sont pas encore affichés sur Centris ou sur Internet. Là. 4 lettres, Anne, et 2 offres acceptées. Hey, c'est quand même un très bon ratio d'offres acceptées par rapport aux lettres. Donc, généralement, le ratio est beaucoup plus faible que ça. Hein. Ça va être quoi? Un rappel de 1-2 % à peu près. Ça, c'est juste ceux qui vont vous recontacter de ce côté-ci. Donc, excellent. Une fois sans succès, Eric. Good. Donc, rapidement, donc pour qui, pourquoi, je répète ce que j'avais dit hier, mais vous ne voyez pas ma présentation. Pourquoi j'ai créé ce défi-là? Pour vous donner du contenu. Et encore tantôt, je suis allé regarder tous les gens qui sont rentrés dans le groupe depuis hier et je vous pose une question. C'est quoi vos plus grandes difficultés? Généralement, c'est des éléments négatifs ou pessimistes. Hein? Donc, c'est les exemples que j'ai mis ici. Donc, les taux d'intérêt sont trop élevés, le financement est trop bas, dur de faire financer, je n'ai pas assez de mise de fonds. J'ai peur de me tromper, les risques reliés au prix élevé et au manque de cash flow, négociation avec les banques, respecter le taux d'endettement. Ça, vous êtes nombreux à m'écrire ça. Hein. J'ai atteint mes ratios d'endettement. Ma cote de crédit n'est pas assez élevée. Je suis bloqué, je ne suis plus capable de me faire financer une deuxième transaction. Aujourd'hui, j'ai eu une personne qui est rentrée il y a quelques minutes avec qui j'ai chatté il y a 5-6 minutes. Son problème numéro 1, c'est un beau problème. Il y avait trop d'argent, donc il venait de faire un refinancement et là, il devait trouver quoi faire avec 1,5 million de dollars. Donc, il y en a qui ont des plus beaux problèmes que d'autres pour investir en immobilier. Puis la personne me disait, je ne nommerai pas, là, mais elle me disait, c'est grâce à toi, ça me traumatise toujours quand quelqu'un me dit ça, mais il me dit, j'ai commencé en immobilier grâce à toi en te lisant à l'époque, quand tu as commencé à faire ton blog Jeune Investisseur, puis là, il y a un parc immobilier maintenant et 15 ans plus tard, même moins que ça, parce que j'ai commencé mon blog en 2011. Donc, 13-14 ans plus tard, il est rendu avec un parc immobilier. Puis là, il y a des beaux problèmes. Donc, il y a 1,5 million de dollars dans son compte de banque et il faut qu'il trouve d'autres projets pour faire fructifier son argent. Donc, au début, on a des problèmes qui sont moins le fun et éventuellement, on devient avec des beaux problèmes. Donc, l'objectif, c'est de vous prendre avec certaines de vos craintes, certaines de vos peurs, donc de vous transformer pour vous donner un petit coup de pied que vous avez nécessaire pour passer à l'action parce que vous êtes nombreuses à ne pas être capable de passer à l'action. Vous restez figé derrière votre écran d'ordinateur où vous suivez toutes les formations qu'il n'y a pas dans le monde. C'est bien, hein? Vous pouvez venir suivre les miennes, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Mais la difficulté, c'est que suivre une formation, ce n'est pas assez. Il faut être capable de passer à l'action. Et pour ça, généralement, il faut se faire accompagner, se faire donner des petits coups de pied de temps en temps. Puis un bootcamp, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Donc, c'est toujours le fun quand 4, 5, 6 semaines après un bootcamp, il y a des gens qui viennent m'écrire dans Messenger pour dire « Steve, écoute, ton bootcamp m'a donné un petit coup de pouce, puis là, je viens d'avoir une offre d'achat acceptée sur un immeuble de 5 logements, de 6 logements. » Donc, ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des feedbacks comme ça. Je suis preneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Steve Forget, investisseur immobilier, coach immobilier, et j'aide les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, à faire leur première transaction et ou à faire croître leur parc immobilier locatif et évidemment avoir un parc locatif ou un immeuble rentable. Ce n'est pas toujours possible de l'avoir rentable dès le départ, mais il faut avoir un plan à court terme ou à
moyen terme, mais plutôt du court terme, pour comment on va être capable de transformer un immeuble qui n'est pas rentable en un immeuble qui est rentable ou qui n'est pas en cash flow positif et le transformer en immeuble positif. Donc, le déroulement du bootcamp. Donc, on est déjà à notre deuxième journée. Si vous avez manqué cette journée-là, vous pouvez retourner soit dans le groupe Facebook L'Immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Dans mon profil personnel, je l'ai laissé là également. Donc, hier, on a parlé de quelques fondamentaux de l'immobilier. On a parlé d'effets de levier. Je donne un exemple concret. Et aujourd'hui, je vous donne des petites pépites d'or donc pour mettre des éléments en branle pour faire de la prospection hors marché. C'est quoi un immeuble hors marché? C'est un immeuble qui n'est pas en vente présentement sur le marché. Donc, qui n'est pas sur Centris, qui n'est pas avec un courtier, qui n'est pas mis en vente sur du proprio. C'est comme des immeubles qui sont cachés. Et ça, il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup de transactions qui sont comme ça dans les immeubles multilogements. Je suis toujours surpris quand il y a quelqu'un dernièrement qui... Je suis en train de manger au restaurant Joliette, quelqu'un qui vient me voir et il me dit « Steve, je viens d'acheter, écoute, c'est le 1, 2, 3, 4, la 5e propriété à côté de ma propre maison. » Il me dit « Je viens d'acheter ce plex-là, ce duplex-là, je te salue si c'est là. » Et il dit je suis déjà en train de transformer le sous-sol en logement. Donc, lui, il a pris un duplex avec plein de garages à l'arrière et il ajoutait un logement. Et je dis mais voyons, mais cet immeuble-là, il n'a jamais été en vente. Et prospection hors marché, contact de personnes et il a acheté cette propriété-là à un super de bon prix. Donc, probablement que si ça avait été mis en vente par un courtier, il aurait payé un peu plus cher. Donc, on parle de prospection. Demain, on va être avec Maude Baillargeon. On parle de financement, financement résidentiel, financement commercial. Maude, elle est vraiment à la croisée des deux. Elle a les pieds dans les deux. Donc, elle va nous donner des trucs et astuces pour réussir à financer votre prochaine transaction. Et vendredi, on va être avec Pierre-Olivier Desrosiers, comptable agréé, investisseur immobilier, tout comme Maude. Et on va parler de structure de détention, est-ce qu'on achète en compagnie, en notre nom personnel, les impôts, le gain en capital, qu'est-ce qui a changé, comment ça va vous affecter. Donc, mon objectif, c'est carrément de vous faire sortir de derrière votre écran d'ordinateur et passer à l'action pour être capable de faire une transaction. Là, je dis 6 mois, là, ça fait marketing, mais si c'est dans 8 mois, ce n'est pas grave. Il y en a généralement, ceux qui passent vraiment à l'action, il y en a qui sont capables, là, quelques semaines après les bootcamps, de déjà avoir une transaction puis de passer chez le notaire. Donc, j'ai eu plusieurs témoignages depuis le mois de janvier. Les gens, 2 mois après, ils avaient déjà fait une transaction. Donc, voilà. Donc, je rappelle le Grand Prix également. Donc, il y a un petit bootcamp, le bootcamp, et il y a un Grand Prix. Je fais tirer 1 heure de coaching. Je vous répète ça tout à l'heure. Et à la fin, si vous êtes capable de faire mes 4 défis, il n'y a pas grand monde qui ont fait mon défi hier. Ce n'était pas compliqué. Hier, je vous demandais de faire une petite analyse de votre marché au niveau démographique, au niveau économique. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la population? Je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui l'ont fait. Donc, il n'est pas trop tard. Allez écouter les vidéos et faites le petit défi que je vous lançais à la fin de faire une petite étude marketing en regardant les statistiques que vous allez retrouver sur Internet, sur Rimouski, sur Trois-Rivières. Donc, prenez-vous un secteur et faites une analyse démographique. Vous venez marquer ça en commentaire sous ma vidéo du jour 1. Et aujourd'hui, pour la vidéo du jour 2, ça va être un autre défi. Et à la fin, ceux qui ont rempli mes 4 défis, je fais tirer 1 heure de coaching avec moi. Donc, ben voilà. Donc, c'est 1 heure de coaching. Vous pouvez venir me retrouver à mon bureau à Joliette. Là, aujourd'hui, je ne suis pas là, je suis à Trois-Rivières, mais vous venez me voir en personne ou on va manger ensemble ou on fait ça sur Zoom si vous êtes d'une autre région. Donc, notre thématique du jour, recherche et prospection. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait que je demandais aux gens c'était quoi leur problème numéro 1, puis je disais qu'un des problèmes numéro 1, c'était de trouver les immeubles. Hein. Donc, il y en a des immeubles, il faut les trouver. Donc, sur 100 immeubles qui sont en vente, il y a peut-être 1% ou 1,5% d'immeubles qui sont vraiment intéressants avec beaucoup de potentiel. Les autres, ben, sont soit au prix du marché, sont plus élevés que le prix du marché, il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de développement à faire, donc on achète puis on attend. Mais nous, on cherche les petites pépites d'or. Hein, donc, la pépite d'or, est-ce qu'on est capable d'acheter un immeuble soit en dessous de la valeur marchande ou un immeuble qu'on paie au prix marchand et qu'on est capable d'augmenter la valeur rapidement ou à moyen terme, donc de créer cette valeur-là. Donc, on va faire ça souvent avec la prospection hors marché. Il y a plein de deals sur Centris, plein d'opportunités. Je n'aime pas le mot deal, plein d'opportunités qu'on peut avoir sur Centris en vente avec les courtiers, qu'on peut transformer, qu'on peut optimiser. Aujourd'hui, je prends un angle plus là, hors marché. Donc, j'ai mis un monsieur qui est en train de chercher et j'ai mis notre dernier bébé. Là, hier, je vous ai montré la photo que vous n'avez pas vue. Donc, notre dernière transaction qu'on a effectuée et c'était une prospection. Je vous raconte les petites histoires. Ici, cet immeuble-là que vous voyez à droite, c'est une personne avec qui j'ai suivi des cours en immobilier.
Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais on a suivi des cours en immobilier il y a plusieurs années. Puis, il m'a contacté à un moment donné pour me dire ma cousine, c'est Joël Martel de Trois-Rivières. Donc, il y a plusieurs années, il y a au moins 7 ans, il m'avait appelé ou écrit ou un messenger pour me dire ma cousine à Joliette, elle a un 8 logements et elle commence avec son mari à penser à le vendre. Tu devrais peut-être la contacter. Donc, il m'avait donné son numéro de téléphone. Donc, une prospection en marché, ce n'est pas toujours de découvrir dans une boîte à crack-jack ou sur l'enregistre foncier. Ça peut aussi être aussi en faisant du réseautage. Donc, moi, dans ce cas-ci, c'était carrément quelqu'un qui m'avait refilé une opportunité potentielle. Et pendant 7 ans, j'ai contacté la dame. Donc, comme je disais hier, donc la première fois, on l'avait appelée. On est allé, on a parlé au téléphone. C'est sûr qu'il y avait un lien qui avait déjà été créé parce qu'on connaissait en commun un individu, donc son cousin. Donc, ça les mettait déjà en confiance. On est allé voir l'immeuble en personne. On a visité peut-être 2 ou 3 appartements à cette époque-là. Et on a fait un offre d'achat. Donc, moi et Philippe, avec notre petit bonhomme, qui avait comme 3 ans à l'époque, on est allé les rencontrer chez eux dans leur maison et on leur avait présenté une offre d'achat. Donc, on avait une offre d'achat avec un prix déjà écrit. On avait une offre d'achat sans prix, donc au cas où il y a eu une négociation. Écoutez, à l'époque, il y a 7 ans, je pense que j'avais offert 475 000 pour cet immeuble-là. Et on avait négocié aller-retour. La monsieur voulait avoir, je pense, 515 000. Moi, je disais que ça ne valait pas ça. Je pense que j'avais monté jusqu'à 490 000. Puis pour une histoire de 15 ou 20 000, on ne l'avait pas acheté. Puis on s'était retiré. Et à tous les ans, je faisais mes suivis. J'avais rappelé la dame l'année d'après. Elle m'avait dit qu'elle avait toujours mon contact. J'avais envoyé une lettre tout de suite après. L'autre année d'après, donc je laissais toujours passer une année. Donc, j'avais envoyé une autre offre d'achat directement par la poste. Je lui laissais 30 jours pour prendre une décision et me recontacter. Donc, on a fait ça à chaque année jusqu'à cette année, puis on a réussi à faire la transaction. Elle n'a pas été faite hors marché, par exemple. J'ai fait des suivis pendant 7 ans hors marché et on a fait la transaction avec courtier parce que les vendeurs avaient décidé de le mettre en vente avec courtier et on a acheté à 670 000. J'aurais pu l'acheter 515 000 sans agent il y a 7 ans. J'aurais déjà toute mon optimisation qui aurait été faite avec toutes ces années-là. Là, depuis 7 ans, il n'y a aucune optimisation, presque aucune augmentation de loyer qui a eu lieu. Donc, c'est maintenant qu'on commence à faire cette optimisation. Donc, mais c'est juste pour vous donner un exemple très concret d'une opportunité qui est arrivée parce que je participais à des activités de réseautage. Donc, toutes les activités immobilières que vous avez, que ce soit virtuelles ou en présentiel, allez-y, faites-vous des contacts et dites-vous qu'est-ce que vous cherchez. Vous ne savez pas qui connaît qui. Laissez-le savoir que vous êtes investisseur immobilier. Vous seriez surpris de voir les gens qui ont quelqu'un dernièrement, un monsieur de Québec qui me suivait sur les médias sociaux. Il prend ma formation. On se parle au téléphone, on se parle sur Zoom. Il embarque dans mon programme d'accompagnement le vendredi. Ça l'a comme motivé. Le samedi, il rencontre son oncle dans sa famille. Et il lui dit, écoute, j'embarque dans un programme en immobilier. C'était pas un jeune, hein? Il avait peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'années. Son oncle, il dit, j'ai un plex à vendre, j'ai un 6 logements à vendre. Écoute, il me recontacte le client, il me recontacte le lundi, il dit, tu ne croiras jamais mon histoire. Il dit, on s'est parlé vendredi, il dit, samedi, mon oncle m'a dit qu'il y avait un plex. Dites-le à votre entourage que vous cherchez. Mettez des annonces un peu partout. Dites-le sur les médias sociaux. Moi, ça m'a déjà emmené un bon deal que vous allez voir tout à l'heure. Le fait de m'exposer comme ça sur les médias sociaux, des gens qui me contactent. Ça m'arrive très, très souvent d'ailleurs, les gens qui vont m'écrire sur TikTok, sur Facebook, pour dire, écoute, je vais mettre en vente ma propriété. Est-ce que tu serais intéressé? Je sais que tu es un investisseur immobilier dans telle région. Bon, il y a des gens qui essaient de me contacter de partout, là, mais moi, on reste ciblé sur notre zone. Donc, certains problèmes reliés à la prospection et à la recherche d'immeubles locatifs. Tout le monde cherche à la même place, ou 99% des gens cherchent à la même place. Vous cherchez sur Centris, je vois les gens, puis moi j'y vais de façon abondante, hein, j'y vais plusieurs fois par jour. Même quand on est en vacances, cet été, on est en Californie, il n'y avait probablement pas une journée où je ne suis pas allé voir sur Centris. Des fois, c'est même un réflexe. J'y pense même pas, je vois mon ordinateur, je m'en vais sur Centris, tac, on dirait, je regarde les nouveautés, je regarde dans l'est de Montréal, je regarde à Saint-Adolphe d'Howard, puis je regarde dans toute la Naudière. Donc, c'est les 3 zones où j'ai des propriétés, là.
Donc, c'est vraiment un instinct. Je veux voir qu'est-ce qui sort sur le marché. Donc, des fois, on n'est pas tout le temps acheteur, mais on veut tout le temps suivre qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se passe. Donc, on regarde à la même place que tout le monde, mais tout le monde le voit sortir. Là. Quand l'immeuble sort sur Centris, tout le monde l'a vu en même temps que toi, les autres courtiers l'ont vu en même temps que toi. Donc, il faut essayer de se démarquer de cette masse de personnes-là. Varier nos modes de recherche, hyper important. Et là, je vais vous donner plein d'exemples. Hein? Donc, tantôt dans les prochaines minutes, là, varier. Donc, oui, on regarde sur Internet. Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous allez regarder à toutes les semaines, par exemple, sur Kijiji, sur les packs? Moi, sur les packs, là, je l'ai mis ici, là, depuis 2015, à tous les matins, je reçois un courriel de l'EPAC avec tous les Plex en vente dans un rayon de, je ne me rappelle plus, 40 km autour de ma ville. Donc, à tous les matins, je me réveille, là, c'est pas tout le temps à la même heure que ça arrive, là, mais j'ai un. Donc, des fois, c'est fait par les courtiers, des fois, c'est fait par des vendeurs. Donc, je n'ai jamais fait de transaction, moi, dans mon cas, avec les packs encore, mais je vois ce qui se passe. Donc, des fois, je les vois arriver par les packs avant même que je le vois sur Centris. Donc, vous vous mettez des réseaux d'alerte. En passant, demandez à vos courtiers, ça, c'est de la prospection avec courtier, là. Moi, par exemple, j'ai un courtier à Montréal. Je n'ai jamais fait de transaction avec lui, mais dans une discussion l'année passée, il m'a dit: est-ce que tu veux que je te mette sur une liste d'alerte pour tout ce qui est à l'est de Ville-Marie? Donc, à chaque fois qu'il y a une baisse de prix, à chaque fois qu'il y a un immeuble de 4 logements et plus qui sort dans l'est de Ville-Marie, donc, je reçois un courriel automatiquement avec les nouveautés ou une baisse de prix. Donc, essayez d'automatiser ça donc, pour que ça vous arrive par courriel. Donc, oui, on regarde sur Centris, mais essayez de regarder. Là, ce qu'il faut regarder quand on regarde sur Centris, ça, c'est la prospection, là, c'est déjà sur le marché. Mais essayez d'affûter votre vision. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis tout le temps en train de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là? Est-ce que les immeubles à côté ont 3 étages, puis là, c'est un immeuble à 2 étages? Est-ce qu'il y a un grand terrain? Est-ce que c'est un grand logement et quand le locataire va partir, je vais pouvoir le subdiviser? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que c'est un chauffage propriétaire que je peux optimiser? Donc, on est tout le temps en train de regarder le potentiel. Moi, je regarde beaucoup le potentiel des terrains, entre autres. Avez-vous des alertes qui sont créées dans du proprio pour recevoir automatiquement? Donc, moi, je reçois ça automatiquement pour Joliette et pour Ville-Marie à Montréal. Kijiji. Donc, Kijiji, je n'ai pas d'alerte. Je n'ai jamais tenté de mettre des alertes par rapport à ça, mais j'y vais regarder, moi, peut-être à toutes les 2 semaines, je vais aller regarder ce qui sort. C'est peut-être trop long, là, 2 semaines. Donc, allez regarder dans votre routine ce qui sort sur Kijiji. Donc, on se met des mots-clés, on regarde dans notre région. Donc, c'est un fourre-tout, généralement. Ce n'est pas tout le temps facile à se retrouver. Il n'y a pas de catégorie immeuble locatif là, ou plex. Là, donc, il faut regarder avec des mots-clés plex, duplex à vendre. Et là, des fois, ça vient mélanger avec des logements qui sont alloués. Mais quand est-ce que j'ai écrit? C'est dernièrement, j'écrivais à un monsieur qui avait un immeuble qui était en vente hors marché, 2 rues à côté de ma maison. C'était un quadruplex. À prix un tout petit peu trop cher selon mon goût parce qu'il avait besoin de beaucoup de travaux. On s'est échangé, puis je n'ai pas fait mes suivis de ce côté-là. Et une année, pouf, je l'ai vu apparaître 20 000 de plus sur Centris. Donc, il essayait de le vendre moins cher sur Kijiji et il l'a mis plus cher avec un courtier, probablement parce qu'il sait qu'il va avoir une marge de négociation. Mais il s'était essayé avant, donc j'aurais pu, dans certains cas, faire une offre d'achat. Une de mes clientes, il y a 2 ans à peu près, elle avait acheté 24 logements qu'elle avait trouvés sur Kijiji. Donc, ici, à Trois-Rivières. 24 ou 27 logements, j'ai l'impression que c'est 27. Donc, ce n'était pas 27 logements, c'était 27 logements. Le monsieur en avait 49, je pense, à vendre. Des appartements, tous dans des petits plex, là, du duplex jusqu'au quadruplex. Et ça faisait quelques semaines qu'il avait mis son annonce dans Kijiji et personne ne l'avait contacté. Okay, donc, elle a pris contact, est allée le rencontrer, elle a vu ses immeubles, et elle a dit: c'est trop gros pour moi, j'achète, je suis capable d'en acheter juste la moitié. Même chose avec Marketplace. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges. J'ai même allé visiter un duplex à peu près à 5-6 maisons à côté de chez moi il y a quelques semaines. Donc, une dame qui vendait un triplex sur la même rue que je viens d'acheter mon 8plex. Là. Donc, c'était sur Marketplace. Donc, là encore là, je trouve que c'est un fourre-tout. Ce n'est pas facile à les retrouver. Donc, il faut passer un peu de temps à chercher. Mais qui sait qu'est-ce que ça va donner? Donc, un autre cas, c'est un de mes clients. Donc, c'était en vente depuis plusieurs mois et personne n'avait contacté encore via Marketplace ce propriétaire-là. Donc, le client l'a contacté puis il a réussi à faire une transaction. C'était 2 immeubles, si je ne me trompe pas. Changez vos habitudes personnelles quand vous marchez.
Donc, moi, je fais du jogging, là, par exemple. Changez de rue quand vous faites du jogging. Changez de rue quand vous marchez votre chien. Changez de rue quand vous circulez en voiture. Vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir trouver. Notre bureau, là, à Mont-Philippe, où on est situé maintenant à Joliette, sur le boulevard Manceau, rarement je passais avant sur le boulevard Manceau. Et un moment donné, je passe sur le boulevard Manceau, je vois un bel immeuble d'allure patrimoniale en pierre. Et on venait de faire un offre d'achat avec courtier sur un petit duplex résidentiel. On voulait faire notre bureau là-dedans, puis on n'a pas remporté l'offre d'achat. La journée d'après, je passe sur le boulevard Manceau et je vois une pancarte par le propriétaire, là, à vendre avec son numéro de téléphone, contacter M. Deschenaux. Donc, j'ai arrêté, j'ai pris une photo, tac, je l'ai contacté, je suis allé visiter l'immeuble, on s'est rencontrés, on a fait la transaction sans courtier. C'était un ancien courtier de carrière et il connaissait beaucoup l'immobilier. On a même eu une belle balance de prix de vente. Okay, donc, on avait besoin de mettre 160 000 $ de mise de fonds. On en a mis 80 et le vendeur nous a prêté 80 000. Donc, tout ça par quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement. Donc, 2 échanges en personne, puis on a une balance de prix de vente, puis on a acheté c'est un triplex, donc 2 logements et un commerce. Donc, changez de rue, vous allez peut-être voir des immeubles qui vous intéressent. Vous allez peut-être voir des immeubles avec des pancartes à louer, des immeubles avec le gazon trop long, des immeubles avec une vraiment, moi, ce que j'aime bien, là, c'est les immeubles avec des vraiment vieilles toitures. Ceux qui ont vraiment là, des toitures en pente et que vous voyez que la toiture est vraiment finie, commence à relever. Là, tu te dis, c'est peut-être un propriétaire qui commence à être fatigué, qui ne prend pas soin de ses éléments, de ses immeubles, ou qui n'a plus d'argent, ou qui n'a plus l'énergie, ou qui est malade, puis qui peut-être qu'il vit de ses immeubles, mais qui n'a plus d'argent pour réinjecter en travaux. Donc, peut-être que ça vaut la peine de commencer à creuser, aller trouver le numéro de téléphone, le contacter, aller voir un locataire. Si vous ne trouvez pas le numéro de téléphone, vous allez voir un locataire, puis dire, écoute, j'aimerais ça parler à votre propriétaire, inventer une raison. Là. Est-ce que vous pourriez me donner son email ou son numéro de téléphone? Vous l'appelez, puis vous dites, écoute, j'ai passé devant votre immeuble, je suis acheteur dans votre coin, est-ce que vous seriez intéressé? Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, la pire des cas, c'est que la personne va vous raccrocher la ligne au nez ou va vous dire non et elle va être frustrée pour dire où est-ce que vous avez trouvé mon numéro de téléphone? Ben, on est honnête. Donc, j'ai demandé à un de vos locataires, j'étais intéressé par l'immeuble, je n'arrivais pas à trouver vos coordonnées. Désolé de vous avoir dérangé, je ne vous rappellerai plus. Dans d'autres cas, moi, ce que je fais, c'est que je vais leur demander l'autorisation de est-ce que je pourrais vous rappeler dans 1 an ou dans 2 ans? Et la personne, soit qu'elle dit non, soit qu'elle dit oui. Utiliser des outils qu'on a maintenant au Québec. Hein, on est assez chanceux, on a des outils à notre disposition aussi pour nous aider à faire de la prospection. Donc, là, je ne rentre pas dans le détail de ça dans le bootcamp. Là, on a juste quelques minutes. Mais il y en a 3 globalement. Donc, il y a le registre foncier du Québec. Donc, toutes les transactions sont enregistrées. Tous ceux qui sont propriétaires, qui ont fait des transactions dans les dernières décennies et tout est inscrit dans le registre foncier. C'est public. Ça coûte, à chaque fois qu'on entre, là, ça nous coûte un petit dollar. On fait une recherche pour être capable d'ouvrir un document, ça nous coûte $1. Donc, si je veux savoir qui est le propriétaire du 1, 2, 3 boulevard Manceau à Joliette, je vais aller chercher l'information à la ville, je vais aller chercher le numéro de lot, je vais le rentrer dans le registre foncier du Québec. C'est assez simple. Et je vais payer mon 2 $ et je vais être capable d'obtenir l'information, voir à quel prix il l'a acheté, est-ce qu'il y a une hypothèque là-dessus, est-ce qu'il y a une hypothèque légale, est-ce qu'il y a une reprise de finances, est-ce qu'il y a un bail qui est enregistré dans le domaine commercial, est-ce que le fisc a déposé une hypothèque légale sur son bâtiment. On voit tout l'historique de ce qui s'est passé au niveau vente, transfert lors de décès, tous les prêts, les prêteurs privés, les banques, etc. Donc, on est capable d'avoir accès à ça et d'avoir accès aux documents également. Le document de transaction, le document d'hypothèque qui a été déposé par le notaire. Donc, on est capable souvent de voir, même dans les documents de vente, surtout dans les ventes récentes, on est capable de voir le montant des loyers. Donc, souvent, ça va être écrit, donc, dans l'acte de vente, là, il y a un loyer mensuel d'un total de 4 342. Ben, 4 342 fois 12, on sait. Donc, en 2023, voici quels étaient les loyers de l'immeuble. Donc, ça nous donne accès à plein d'informations. Mais ça, il faut le faire manuellement dans le registre foncier. Moi, j'utilise beaucoup pour trouver des informations sur une propriété en particulier. Quand on veut se créer des listes de prospection, donc je voudrais écrire, par exemple, à tous ceux qui possèdent des immeubles de 6 logements et plus à Lavaltrie, dans la Naudière. Donc, je pourrais m'en venir, j'utiliserais, moi, JLR. Donc, j'ai un petit abonnement, je pense que ça me coûte 50 $ par mois dans JLR et je peux faire sortir toutes les propriétés, donc de 6 logements et plus à Lavaltrie,
construit en telle année et telle année, entre tel étage et tel étage. Donc, on peut mettre les caractéristiques, ça va nous sortir une liste de propriétés. Et on est capable, donc, on a des points, on achète des points là-dedans, là, en plus du forfait mensuel. Donc, moi, je mets quelques centaines de dollars à tous les quelques mois pour être capable de sortir des informations. Et on obtient les adresses et le nom du propriétaire. Donc, on est capable de leur envoyer des lettres. On se fait un public postage et on envoie nos lettres. Mon prospecteur, un outil aussi super user-friendly pour automatiser aussi cette recherche-là. Donc, vous allez recevoir automatiquement, vous déterminez une zone. Moi, je cherche en Shawinigan et Trois-Rivières. Je cherche 2 plex jusqu'à 12 logements. Vous donnez toutes vos caractéristiques que vous recherchez, puis vous allez recevoir automatiquement tous les avis, donc les reprises bancaires, les avis de 60 jours, quand il y a des transferts en cas de décès, etc. Donc, vous allez automatiser ça. Vous pouvez faire vos suivis, là, déplacer vos immeubles pour dire est-ce que je l'ai contacté, je lui ai écrit, je l'ai visité. Donc, on est capable vraiment de suivre notre transaction. Donc, moi, j'utilise tout ça, là, tous ces éléments-là. Moi, je suis dans mon prospecteur, je vais beaucoup dans le registre foncier, j'utilise JLR aussi pour faire de la prospection. Nous, on fait beaucoup de prospection dans notre compagnie de gestion immobilière. Donc, on gère des immeubles pour d'autres. Et 2 fois par année, à peu près, on envoie. Donc, on cible une ville en particulier. Donc, par exemple, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Lavaltrie, l'Épiphanie. Donc, on va envoyer ville par ville et on fait des publi-postages pour dire, écoutez, on a une compagnie de gestion immobilière, on est intéressé. Donc, c'est la même chose. Donc, on contacte des propriétaires. Ça, vous n'avez peut-être jamais fait ça. Laissez vos cartes d'affaires. Laissez vos cartes d'affaires traîner dans des installateurs d'armoires. Donnez-le à des installateurs d'armoires, des installateurs de planchers, à vos entrepreneurs, à vos installateurs de tapis dans les entrées, à ceux qui taillent les haies, les arbres, etc. Donc, ça ne se fait plus, on dit des cartes d'affaires, mais pourquoi pas? Vous le donnez, la personne laisse traîner ça dans son camion et elle va peut-être aller, le client d'après, c'est peut-être une personne qui veut se débarrasser de son plex, si on ne peut plus les gérer, puis là, tac, hein? Donc, on lui dit, si jamais tu connais quelqu'un qui est intéressé à vendre, est-ce que tu peux lui dire qu'il m'appelle ou qu'il me contacte? Laissez-le savoir à vos locataires que vous cherchez d'autres immeubles, vos locataires commerciaux, vos locataires résidentiels. On a fait, nous, une belle transaction comme ça que je raconte de temps en temps. Donc, on avait un 5 logements. Bien, on a toujours un 5 logements. Pardon. On a un immeuble de 8 logements. Et on a un locataire résidentiel dedans qui a également un commerce, qui avait un commerce. Il n'est plus là, mais il y avait un commerce dans un autre immeuble. Et à un moment donné, il contacte Philippe, mon associé, et il lui dit, Philippe, il dit, l'immeuble dans lequel j'ai mon bureau va être mis en vente prochainement. La propriétaire se sépare et vend son immeuble. Donc, il nous dit, ça va être sa sœur qui est courtière qui va s'occuper de mettre en vente l'immeuble. Moi, j'étais au Maroc à l'époque, je suis en train de donner une formation. Et Philippe m'appelle, me dit ça, puis là, on se met à regarder ça sur Street View. Et on dit, écoute, ça pourrait être intéressant. Juste par curiosité, j'ai juste appelé la dame, j'ai appelé la propriétaire qui m'a dit, écoute, deal avec ma soeur, c'est ma soeur qui va le mettre en vente, etc. Moi, j'essayais de la contacter avant que ça soit sorti sur Centris. Donc, elle m'a donné plein d'informations. J'ai obtenu des informations comme quoi c'était un 5 logements, j'ai obtenu les revenus, je savais quand ça allait sortir sur Centris, donc j'avais une petite longueur d'avance. J'avais fait mon analyse, je savais qu'il y avait un terrain à côté qui servait de stationnement, les stationnements étaient loués. Ça avait été un duplex avant ce stationnement-là, donc c'était 2 terrains séparés. Donc, j'ai fait mes petites recherches, puis la journée où ça a sorti, moi, j'ai contacté la courtière. J'ai dit, madame, je serais prête à vous faire une offre d'achat. Et elle a dit, non, je vais le sortir sur Centris. La journée que ça a sorti sur Centris, je n'ai même pas laissé le temps au monde de faire leur recherche là, ou leur analyse. J'ai tout de suite déposé une offre d'achat. Tac, on était déjà prêts. J'avais dit à la dame, dès que ça sort sur Centris, je vais vous rencontrer à votre bureau, on fait une offre d'achat. Puis on a fait la transaction. Donc, on a un terrain maintenant. C'est sur le terrain sur lequel on va construire un immeuble de 15 logements. Je me croise les doigts, au printemps 2025. Notre architecte écrivait ce matin encore à la ville pour voir où est-ce que vous en êtes dans le processus de modification du zonage et ça disait que c'était plus compliqué que prévu. Donc, c'est censé être déposé pour approbation en octobre pour une entrée en vigueur en 2025. Donc, on espère pouvoir construire. Mais tout ça a parti d'un locataire résidentiel qu'on a dans un de nos immeubles qui nous a mis au courant que sa propriétaire commerciale allait vendre son immeuble. Puis maintenant, on se retrouve, on a acheté ce 5 logements-là au prix du 5 logements, mais
ils n'ont pas incorporé, eux, dans le prix demandé, la valeur du terrain qui était, je remonte là, au début 2020, qui était évalué à peu près 130 à 150 000 $. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Donc, j'ai eu un terrain avec Philippe gratuit, littéralement. Donc, probablement que d'autres personnes se seraient rendues compte qu'il y aurait peut-être offert davantage. Mais ici, c'est une erreur, je pense, de la courtière. Puis, on en a profité. Donc, on a un terrain qu'on n'a pas payé. Donc, on a eu un immeuble à rabais. Donc, écoute, la journée où on a passé, c'est le notaire. L'évaluation agréée qu'on avait, c'était 460 000 pour le bâtiment et le terrain. Et on a payé ça 310 000. Donc, on avait déjà là, un 150 000 de plus-value. Donc, on a vraiment payé en bas de la valeur marchande. Donc, laissez-le savoir à vos locataires. Notre locataire, évidemment, on l'a remercié. Donc, c'était pas énorme, mais on lui a laissé 1 mois de loyer gratuit dans son appartement, juste pour nous avoir refilé le filon. Donc, écoutez, ce locataire-là nous a fait faire 150 000. C'est incroyable. Et c'est laissez-le savoir à vos, je l'ai dit, je pense hier, mais à vos coiffeurs, à vos tailleurs, les gens là, qui rencontrent tout le monde dans les villes. Et moi, même à Montréal, là, je me faisais couper les cheveux là, près du métro Frontenac. Ils ne doivent plus être là maintenant, mais quand j'habitais là. Et les deux messieurs, là, ça faisait 40 ans qu'ils coupaient des cheveux. Là, mais ils connaissaient tout le monde dans le quartier, qui habitait où, vous vous dites, écoute, moi, je cherche, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui veut vendre ses immeubles. Osez lui demander, laissez votre carte d'affaires, il va la laisser traîner dans son tiroir plein de cheveux. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut donner. Donc, laissez-le savoir sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est le cas de 2 quadruplex que je parle souvent. Même dans mes cours, j'ai une étude de cas sur ces 2 quadruplex-là. Donc, c'était des personnes que je connaissais qui avaient 2 quadruplex à Monte, donc qui n'avaient pas d'hypothèque et qui ont décidé de vendre c'est un héritage, donc ils ont hérité du quadruplex et 1 an après l'héritage, ils ont décidé qu'ils voulaient s'en départir et ils m'ont contacté, on se connaissait, mais ce n'était pas pour me l'offrir à moi, c'était juste pour me dire, on rencontre la courtière demain pour signer nos papiers de mise en vente des 2 quadruplex. À quel prix tu penses que ça va se vendre? La discussion a commencé comme ça. Ça s'est fait sur Messenger dans Facebook. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé. Et j'ai dit, wow, est-ce que tu pourrais retarder ta rencontre avec ta courtière? J'aimerais bien l'acheter finalement, tes 2 immeubles. Puis ça a commencé comme ça. Donc, la personne savait de par mes réseaux sociaux que j'investissais en immobilier, m'a contacté pour une information et finalement, ça s'est fait hors marché. Donc, et on a eu une balance de vente également ici. Donc, des personnes de confiance, des personnes qui n'avaient pas d'hypothèque. Et on a eu une balance de prix de vente de 5 ans pour 100% de la mise de fonds. Ça, c'est vraiment un cas unique. Ça faisait leur affaire, ça faisait notre affaire. Donc, la banque nous prêtait 80% et les vendeurs nous prêtaient 20% avec un taux d'intérêt qu'on a remboursé à chaque année. Et on a remboursé même 1 an plus vite. Donc, 4 ans plus tard, on a refinancé l'immeuble et on a remboursé notre 116 000 qu'on devait aux vendeurs. Mais ça s'est passé parce que je suis connu sur les médias sociaux. Donc, laissez-le savoir que vous êtes... les gens, des fois, ils veulent rester cachés. Mais si vous restez caché, ben, les gens ne vont pas vous faire de propositions. Puis, il suffit d'1 ou 2 propositions comme ça sur 20 ans là, que vous allez manquer. Et ça peut vous générer des centaines de milliers de dollars en profit. Là. Mes 2 immeubles, bon, je les ai achetés, je pense, pas mal au prix marchand à l'époque, en 2018. Mais les 2 ensemble, je pense qu'on a payé ça 580. C'est à peu près ça que ça valait. Okay, donc, comme il n'y avait pas de courtier, on a peut-être payé un petit peu en bas, là, mais maintenant, ça vaut 1 200 000. Et on n'a pas fait tant de travaux. Là. Donc, c'est vraiment le marché. Donc, on a fait plus de 550 000 $ de plus-value, de profit. Donc, imaginez-vous commencer à payer le fait que je sois médiatisé sur mes médias sociaux. Donc, ça m'arrive souvent, ce genre de truc-là. Demandez à votre courtier de confiance de vous sortir des listings, donc des fiches d'immeubles non vendus qui ont expiré. Donc, des fiches expirées que j'aurais dû marquer ici. Donc, vous dites, écoute, est-ce que tu pourrais faire un tri? Donc, moi, je suis à Trois-Rivières. Sors-moi tous les 4 logements et plus qui ont été mis en vente, mais qui ont été retirés du marché. Parce que les vendeurs ou le courtier n'ont pas réussi à vendre la transaction. Donc, j'ai une cliente à Montréal qui fait faire ça à sa courtière 2 fois par année. Puis, elle demande à sa courtière, quand elle en trouve un intéressant, elle dit, est-ce que tu pourrais aller contacter toi-même le propriétaire? Donc, il n'y a plus de courtier dans le dossier. Et ma cliente, elle se sent peut-être un peu mal à l'aise de faire la prospection elle-même. Donc, elle mandate sa courtière
pour aller cogner à la porte ou pour aller contacter le propriétaire. Donc, elle a fait ça dans un triplex à Montréal. Elle marchait tout près d'un métro. Elle marchait, puis elle voyait ce bel immeuble-là avec une belle façade qui avait l'air d'être en travaux à l'intérieur, mais qui ne se passait plus rien depuis 1 an, 2 ans. Et elle a dit à sa courtière, elle a dit, écoute, elle dit, est-ce que tu pourrais retrouver les propriétaires de ce triplex-là et aller voir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi les travaux ne bougent pas? Puis la courtière est allée cogner chez les vendeurs. Mais ce n'était pas en vente, là, chez les propriétaires. Shit, j'espère que vous m'avez peut-être perdu. Est-ce que vous m'avez perdu? J'espère que vous êtes toujours là. Je viens de voir que mon Wi-Fi avait comme temporairement, il s'est temporairement débranché, là. Est-ce que vous êtes toujours là? Faites juste me faire dans les commentaires si vous êtes toujours là ou si je suis là comme un codingue à parler toute seule. Ça va? OK. Donc, vous m'avez peut-être perdu un peu. Donc, j'étais en train de vous dire si vous n'êtes pas capable de faire les premiers pas, si vous n'êtes pas capable de faire les premiers pas et d'aller cogner ou d'envoyer une lettre parce que ça vous intimide, même s'il n'y a rien de sorcier à faire ça, bien, demandez à votre courtier. Puis votre courtier, là, si jamais il y a une entente avec les vendeurs, bien, elle va pouvoir négocier une rétribution ou vous payer une rétribution du même à votre courtier de ce côté-ci. Et ma cliente, elle a acheté le triplex qui n'était pas en vente et qui était tout strippé à l'intérieur. Tous les 3 logements étaient strippés. Donc, il n'y avait plus rien, là. Et elle a acheté ça à un bas prix parce que l'immeuble n'était pas loué, parce qu'il était tout strippé. Mais littéralement, là, à 100 mètres d'un super métro dans l'ouest de Montréal, et au centre-ville de Montréal, en Outremont. Et elle l'a acheté et elle a pu rentrer son équipe, est allée chercher ses permis, on fait des travaux. L'immeuble vaut peut-être 1,6 million de dollars maintenant. C'est incroyable. En espérant que ça ne coupe pas, là. Ça, je raconte souvent cette histoire-là. Je l'aime bien. Je vous mets au défi de le faire d'ailleurs cette semaine. Il y en a de moins en moins sur les rues, là, des pancartes à louer, mais des fois, on en voit dans des commerces. Hein, les gens là, qui ont un commerce à louer vont mettre une petite pancarte dans la fenêtre, on est capable de les contacter. Il y en a encore qui mettent des pancartes logements à louer. On en voit beaucoup moins qu'on en voyait il y a 10-15 ans, mais on en voit encore. Arrêtez-vous, prenez une photo et contactez les vendeurs. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut une pancarte à louer, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être plus vieux jeu, je le mets entre guillemets, là, de l'ancienne façon de faire. Donc, peut-être qu'il est prêt, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il a son immeuble, pourquoi pas? Donc, je raconte souvent l'histoire de mon beau-frère là, qui, comment il avait fait ça? Ça avait commencé, il se promenait sur une rue dans le coin de Drummondville et il a vu une pancarte à louer sur des immeubles assez récents. C'était des immeubles qui avaient moins de 5 ans. Le propriétaire venait de Trois-Rivières. Il avait construit à Drummondville plusieurs immeubles sur une même rue. Puis, mon beau-frère a juste appelé le propriétaire et il lui a dit, écoute, c'est un bel immeuble, tu serais-tu à vendre? Et le vendeur dit, ça tombe bien, je suis tanné de m'en occuper, je suis de Trois-Rivières, je ne veux plus aller à Drummondville. Mais il dit, si je les vends toutes. Je pense qu'il y en avait 4, 3 ou 4, un à côté de l'autre. Je pense que c'était des quadruplex. Quadruplex ou des sixplex, 3, un à côté de l'autre. Ben, écoute, il faut juste oser. Là. Il a appelé, tac, la personne a décroché, oui, et il a acheté les 3 immeubles comme ça, sans aucun courtier de ce côté-là. Donc, vous seriez surpris de voir les gens qui pensent vendre ou qui vont vous dire qu'ils ne sont peut-être pas prêts, mais que ça s'en vient, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Donc, qu'est-ce que ça te prendrait pour vendre maintenant? Donc, ça serait quoi ton prix pour accepter de vendre maintenant? Il y en a parfois qui ne vont pas vendre maintenant parce que ce n'est pas une raison fiscale, parce qu'ils ont peut-être déjà vendu un immeuble, mais qui vont vous dire, je serais prêt à le vendre, mais au début de l'année prochaine, pour ne pas payer trop d'impôts cette année, ben, essayez de rédiger une offre d'achat pour tout de suite mettre ça sur papier, là, quitte à faire la transaction dans 10 mois, là, de ce côté-ci. Donc, appelez des pancartes à louer. Vous allez voir, c'est un peu à ça que je vais vous demander de faire le défi du jour. Ça ne sera pas d'appeler, ça va être d'écrire. Mais le défi que je vous donne tout à l'heure, c'est d'écrire à des gens qui ont des logements à louer. Dans certains cas, faites des offres d'achat agressives sur des plex ou des immeubles semi-commerciaux qui sont en vente depuis longtemps. Donc, moi, ça, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, dans certains cas, que l'immeuble est en vente, puis là, on voit que des fois, il y a des baisses il y en a un là, que j'ai en tête, là.
une baisse de prix de 5-6 000 à chaque fois, tac, tac, tac. Ça fait 24 mois que l'immeuble est en vente. Je disais à Philippe le week-end passé, j'ai dit là, c'est bon, il faudrait aller le visiter. Là. Donc, il y a eu plusieurs baisses de prix. Ça commence à valoir la peine. Et on ferait une offre d'achat, selon moi, parce qu'il est encore trop cher. Donc, la personne s'est essayée, donc elle se séparait, donc ils veulent probablement, ils ne veulent pas perdre. Mais là, je pense que 2 ans après, ils sont tannés. Donc, tu rentres, tu fais une offre d'achat. Nous, on avait fait un cas comme ça. Hein, donc, on avait un immeuble qui était en vente à 370 000. C'est pas beaucoup. Mais on a on avait offert 175. Hey, c'est la moitié du prix. Là. Évidemment, ils nous ont refusé. On a fait nos suivis et à peu près 5 ou 6 mois plus tard, on a fait un suivi, on a demandé à la courtière. Elle nous a dit, la courtière, ils sont prêts à vendre là maintenant. On a fait une autre offre. On avait fait une offre à 200 000 et ça s'est conclu à 210. Mais le point de départ, c'était 370. On a payé ça 210 000. Donc, faire des offres d'achat dans certains cas, ça fonctionne bien, moi, je pense, dans les immeubles qui sont un peu endommagés ou dans des immeubles semi-commerciaux quand il n'y a pas de local, quand le local commercial, il n'est pas loué ou il est vacant depuis longtemps et que c'est difficile à louer. Donc, ça devient un projet de transformation là, de l'immeuble. Il faut vraiment dire qu'est-ce que je vais faire avec ça puis être prête à vivre avec la possibilité dans les semi-commerciaux. Nous, c'est notre réalité. C'est la possibilité que le local demeure vacant longtemps. Donc, je ne vais pas payer plein prix, là. Ça dépend. Si je suis super bien situé, que je sais que je vais leur louer en 3 mois super facilement, c'est un petit local. Mais si c'est dur à relouer, il faut refaire les façades, il faut modifier les divisions à l'intérieur, puis est-ce que je vais relouer? Donc, je ne vais pas payer le plein prix, là, je vais payer un prix plus bas. Donc, la personne n'a pas fait son travail de gestionnaire de bien relouer ça, de bien l'entretenir, bien, je vais payer beaucoup plus bas. Là. Ça les est, les 2 exemples ici des 2 immeubles qu'on avait achetés. Ils sont un à côté de l'autre. C'est les 2 que vous voyez ici en haut. Sur l'image du haut, là, sont côte à côte. Donc, des immeubles qui n'étaient pas en vente, qui n'avaient pas d'hypothèque. Les vendeurs n'avaient pas nécessairement besoin d'argent rapidement. Pas de compétition. Ce n'était pas encore en vente avec un courtier. On est passé proche, par exemple. Puis, on est allé négocier ça et on a regardé à quel prix ça se vendait à peu près sur le marché des quadruplex et on a offert un prix. Donc, peut-être là, si j'enlève les frais que le courtier aurait pris, c'est à peu près le prix que j'ai payé. Donc, on a payé le prix du marché. Donc, payer ça 580, puis maintenant, ça vaut 1 150 000, 1 200 000. Ça vaut la peine. Donc, directement auprès des héritiers. Vous pouvez aussi trouver des héritiers via mon prospecteur, via JLR ou via le registre foncier du Québec. Donc, on écrit des lettres. Hein, on voit qu'il y a eu un décès, il y a eu un transfert. Donc, il y a un transfert, ce qu'on appelle, là. Donc, de la personne qui est décédée à son conjointe ou à ses enfants ou à d'autres héritiers. On est capable de voir leurs contacts. Donc, on essaie de trouver leurs informations. On leur envoie une lettre gentille ou il y en a qui vont aller cogner directement à la porte. C'est un peu sensible. Là. Il y en a qui trouvent que ça fait un peu vautour, mais vous envoyez une lettre super gentille, ça... On ne veut pas juste on veut pas les arnaquer, là, mais on veut dire, écoute, avant de le mettre en vente avec un courtier, si jamais vous décidez de ne pas vous occuper vous-même de l'immeuble ou ne pas vous occuper vous-même de la vente avec un courtier, ben, contactez-moi, je serai intéressé. J'ai déjà plusieurs immeubles dans le coin. Donc, on fait juste dire qu'on est là, qu'on existe. Puis, pourquoi pas? Un exemple, comme j'ai dit tantôt, pancarte à louer. Donc, ça ne ressemble plus à ça, l'immeuble. On a refait la façade. Hein, donc, c'est maintenant, nous, c'est la SQDC. Donc, tout le rez-de-chaussée, c'était 2 commerces avec 2 pancartes à louer, puis on les a contactés. L'immeuble n'était pas en vente et j'avais contacté la dame. Je raconte cette histoire-là depuis quelques années. Ça fait 6 ans, je pense qu'on n'a pas cet immeuble-là. Les 2 logements étaient vacants, les 2 commerces étaient vacants. On a payé un prix bas parce que, écoute, le chauffage était tout à la charge, chauffage d'électricité à la charge des propriétaires. 2 locaux commerciaux vacants. Donc, les revenus résidentiels couvraient à peine les dépenses de l'immeuble à cause des grandes dépenses d'électricité et de chauffage. Donc, on ne pouvait pas payer un prix très cher pour ça. La personne, elle était tannée, elle partait en voyage, elle voulait s'en libérer, puis ils avaient fait leur travail en immobilier, ils voulaient passer à autre chose. Donc, on les a contactés par téléphone. Puis, bonjour madame, est-ce que vous seriez prête à vendre votre propriété? J'ai dit, j'ai vu des pancartes à louer, je voudrais l'acheter. Puis, ça a commencé comme ça. Donc, on est allé prendre un café, j'ai visité les locaux commerciaux, les corridors communs, on a fait une transaction. On est entré avec un partenaire, on a fait une transaction ici où on a la dame, elle était pressée, elle avait peur que ça ne passe pas au financement. Donc, on avait fait une offre d'achat sans conditions bancaires. Donc, on avait dit qu'on allait payer comptant et on avait payé là, avec notre marge de crédit hypothécaire, la marge de crédit de notre associé et on avait un prêteur privé qui avait prêté à peu près 400 000 $ pour cette transaction-là.
Donc, on avait payé comptant, entre guillemets, cette transaction-là. Et on a négocié en parallèle avec la SQDC. C'était quand la SQDC était en train d'ouvrir des succursales un peu partout là, au Québec. Donc, on avait négocié de gré à gré un bail, puis on s'est entendu avant même qu'on soit propriétaire. Donc, on est devenu propriétaire. 2 mois après, on a repassé chez Desjardins Entreprises pour se faire financer. Puis, on a eu un financement plus élevé que notre prix d'achat. Donc, ça a payé. Je pense qu'on avait 1 000 ou 2 000 $ à débourser là, pour les intérêts sur notre prêteur privé. Mais on a acheté ça à 580 000 et on a eu un prêt à 585 000 parce qu'on est arrivé avec des beaux commerciaux. Mais tout ça part de, je suis passé avec Philippe devant l'immeuble, on a pris une photo, j'ai appelé la dame pour dire, est-ce que vous seriez prête à vendre votre immeuble? Il n'était pas en vente. Donc, il faut oser. C'est une des plus belles transactions qu'on a faites. Ça s'est super bien passé. C'était rapide. On n'a pas mis une scène de mise de fonds. Puis cet immeuble-là, maintenant, il y a 9 logements. Il reste encore de l'optimisation à faire au niveau des logements, mais il vaut peut-être 1,4, 1,5 million de dollars. On a payé 585 000. On a mis 25 000 pour améliorer la façade, des petits entretiens ici et là. Donc, on n'a pas sorti plus que 30 000 $ de notre poche pour un immeuble qui vaut maintenant au moins 600 000 de plus. Donc, ça vaut la peine de sortir de votre gêne puis d'appeler des gens. Et comme je disais tantôt, faites-le avec votre courtier inscripteur. Vos courtiers inscripteurs, développez-vous un réseau de courtiers. Là, c'est avec, là, je l'ai mis dans hors marché parce que souvent, les courtiers ont accès à des immeubles qui ne sont pas encore en vente. Hein. Souvent, moi, j'ai un courtier qui va me dire, Steve, il y a quelque chose qui s'en vient, j'ai quelqu'un qui va vendre 3-6 logements. Il n'est pas encore sur le marché. Est-ce que tu serais intéressé? Donc, souvent, là, eux, ils ont tout un réseau de vendeurs également, puis ils savent ce qui s'en vient. Moi, mon premier immeuble, c'est comme ça que je l'ai eu. Donc, on travaillait avec une courtière. On faisait des visites, on faisait des offres. Des fois, les offres étaient acceptées, ça tombait lors de l'inspection, etc. Puis, à un moment donné, elle m'appelle pour dire, Steve, j'ai un client qui vient de m'annoncer qu'il veut vendre son quadruplex. Est-ce que vous êtes intéressé? C'est exactement dans votre secteur. Je ressors de chez lui avec un contrat, donc ce n'est pas encore sur Centris, est-ce que tu es intéressé? Et ça fait 15 ans de ça, puis c'est mon premier quadruplex j'ai payé 432 000, maintenant il en vaut 1,2 million. Okay, donc j'ai mis de l'argent dedans, là, j'ai peut-être mis 150 000, mais quand même. Donc, c'est à partir d'un contact avec une courtier qui avait un réseau autour d'elle. Donc, c'est la même chose avec ici. Donc, un immeuble commercial que vous voyez là, un immeuble semi-commercial avec un immense terrain d'à peu près 20 000 pieds carrés. Et c'était le courtier. Donc, c'était quelqu'un dans sa famille qui mettait en vente cette transaction-là. Donc, on a été mis au courant avant même que ça arrive sur Centris. On avait fait l'offre d'achat, bing bang. Et maintenant, on a un super locataire. Donc, on a le gouvernement du Québec qui est notre locataire. Pourquoi j'ai marqué avec courtier inscripteur? Parce que ça s'est fait sans courtier, cette transaction-là ici. Donc, erreur dans mon titre. Donc, ici, il y avait des courtiers, plusieurs courtiers qui ont essayé de vendre cette propriété-là à Joliette, que tout le monde connaît, c'est au centre-ville, et ça ne fonctionnait pas. Donc, ils demandaient, les prix variaient là, entre 700 000 jusqu'à 450 000, là, dépendamment des courtiers qu'ils mettaient en vente. Puis, à un moment donné, ils ont retiré ça de la vente. Puis, comment ça s'était passé? J'ai contacté probablement via une pancarte à louer. Il y avait probablement mis une pancarte à louer les propriétaires de Montréal. Puis, je les ai contactés. Je suis allé les rencontrer dans leur bureau. Ça nous a pris 1 an et demi. Donc, eux, ils l'ont mis en vente avec courtier entre-temps. Ça a expiré le listing. Puis, une année, ils m'ont appelé pour dire c'est bon, on est prêt à faire la transaction. Et on a payé ça 350 000 et les vendeurs nous ont prêté eux-mêmes 300 000. Donc, on mettait 50 000. Eux nous faisaient une balance de prix de vente à 0 % d'intérêt pour 2 ans. Donc, on avait 2 ans pour trouver des locataires. Donc, c'était quand même assez risqué parce que ça faisait des années que l'immeuble était en vente. Mais ça n'avait pas fonctionné avec le courtier. Donc, désolé, oubliez mon titre ici, là. Donc, local vacant 100 %, impossible à financer avec la banque, 18 mois d'aller-retour. Je pense qu'on a eu 3 négociations. Et finalement, ils voulaient s'en débarrasser. Donc, on a eu une balance de prix de vente équivalente à 85 % du prix. Ça s'est fait de gré à gré, sans courtier. Et on a trouvé au bout d'1 an et 2-3 mois. Donc, on s'approchait. Au bout d'1 an et demi, on a trouvé un super locataire là, qui occupe maintenant cette bâtisse-là. Puis, on a été capable de refinancer la propriété pour aller chercher un prêt pour rembourser notre prêteur privé. Puis, on a même eu un montant de prêt plus élevé que notre prix d'achat.
Donc, on a récupéré notre mise de fonds, on a remboursé les prêteurs privés, ça a même remboursé une partie. On a eu 0% d'intérêt la première année, puis je pense qu'on avait 5% d'intérêt la deuxième année. Donc, on leur devait un 15 000 $ d'intérêt à peu près à la fin de la deuxième année. Mais tout ça parce que j'ai appelé directement les gestionnaires du vendeur. Je n'ai jamais parlé au vendeur, j'ai parlé à leur gestionnaire. C'est un directeur, c'est une grosse société. Et j'ai dealé directement avec eux. On a fait l'offre d'achat, ils ont fait valider ça, ils ont signé ça, puis on est passé chez le notaire. Petit défi du jour 2. Je vais lire vos questions tout de suite après. Là, je vois qu'il y en a plein à côté. Là. Je vais vous agrandir ça. Prospecter hors marché. La dernière fois, dans mon dernier bootcamp, je vous avais demandé de faire ça par appel. Je pense que ça vous a intimidé parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait. Donc, cette fois-ci, je vous demande de faire une prospection par marché, par courriel. Donc, je dis, trouvez-vous dans Kijiji, dans les packs, dans Marketplace, trouvez un logement à louer dans un immeuble qui vous intéresse. Donc, si vous êtes capable de voir à peu près c'est quoi l'immeuble, ou tout simplement, donc juste pour prendre contact. Donc, moi, ça m'arrive souvent dans Kijiji, les gens qui vont m'écrire pour dire, écoute, on n'est pas intéressé à louer, mais est-ce que tu serais intéressé à vendre ton immeuble? Et moi, je joue toujours le jeu. Là. Oui, je serais intéressé, donc tu m'offres combien? Donc, on joue le jeu comme ça. Donc, trouvez un immeuble ou un logement qui vous semble intéressant. Écrivez à l'annonceur en lui disant que vous êtes un investisseur et que vous aimeriez savoir s'il serait intéressé à vendre sa propriété que vous cherchez et vous avez des immeubles ou vous voulez acquérir un immeuble, peu importe. Inventez-vous une histoire comme proprio-occupant ou comme tout simplement comme investisseur. Maintenant ou dans le futur, donc s'ils peuvent garder votre contact également. Et écrivez-moi un résumé de votre échange avec le proprio sous la vidéo ou encore mieux, vous prenez une capture d'écran et vous venez de me mettre dans les commentaires, dans le groupe Facebook, l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Donc, ceux qui m'écoutent dans mon profil perso ou sur le profil Sherpa Immobilier par Steve Forget, je veux que pour gagner le prix, il faut que vous veniez l'écrire dans l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Donc, c'est un groupe privé. Si vous n'êtes pas membre, faites juste demander, puis je vais vous accepter. Donc, il faut répondre à 3 questions là, pour 3 questions. Est-ce que vous êtes investisseur immobilier? C'est quoi votre difficulté numéro 1? Puis je vous demande si vous voulez recevoir mon fichier d'analyse de rentabilité. Donc, si vous répondez à mes questions, je vous accepte dans le groupe. Il y a deux des 3 questions qui sont obligatoires. Donc, trouvez-vous, là, ça va vous prendre 10 minutes aujourd'hui. Faites ça cet après-midi, faites ça ce soir et envoyez-moi une capture d'écran de votre échange avec la personne. Peut-être qu'elle va vous dire non, pas du tout, mais qui sait? On ne sait jamais. Donc, peut-être qu'au prochain bootcamp, des gens vont nous dire qu'ils ont réalisé une transaction. Donc, merci beaucoup pour avoir été là. Je vais répondre à vos questions dans une seconde. Donc, demain, on se retrouve à midi pour parler de financement de Plex et de financement de multilogements. Donc, on va être avec Maude Baillargeon, une courtière qui a les pieds dans les 2 types de financement, qui est capable de vraiment de vous naviguer. Donc, est-ce que pour cet immeuble-là, vous devez y aller en personnel ou en commercial? Si vous avez un problème avec vos ratios d'endettement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on va naviguer un peu en vous donnant des… C'est sûr qu'on ne peut pas faire une thèse de doctorat en 45 minutes, là, mais on va vous donner le plus de trucs et astuces possibles là, en 40-45 minutes. Donc, on se retrouve demain à la même heure pour la 3e journée de notre bootcamp. Laissez-moi juste voir les petits commentaires. Moi, je suis à date en échange avec des courtiers hypothécaires, discuter de la mise de fonds, astuces mise de fonds, achat de propriété, on va en parler demain. Donc, tout ce qui est financement. Est-ce que, là, je n'ai pas lu la question, je vais la faire apparaître en même temps. Donc, est-ce que tu dois faire des vérifications avec la ville pour optimiser avant de faire une offre ou ça peut être conditionnel? Les 2 sont possibles. Donc, si jamais tu as un projet et tu dis, par exemple, le terrain est vraiment très grand, qu'est-ce qui serait possible de faire avec ça? Le premier choix, ça serait d'aller regarder la grille des usages, qu'est-ce qui est permis de faire, donc est-ce que tu aurais le droit de le faire? Donc, c'est sûr que dans les petites villes, des fois, on a un accès rapidement. Moi, je l'écris directement au service d'urbanisme. Donc, voici le numéro de lot, qu'est-ce qui serait possible de faire? Est-ce que ça serait possible d'ajouter 10, 12 logements, 16 logements, 4 logements? Est-ce que ce serait possible de transformer le quadruplex en 5 logements? Donc, est-ce que c'est possible dans cette étape-là? Donc, moi, je le fais avant. Il y en a d'autres qui vont… ils vont le marquer dans leur offre d'achat. Ils vont mettre une condition comme quoi que cette offre d'achat, elle est conditionnelle à ce que les démarches entreprises auprès du service d'urbanisme soient pour un projet d'optimisation de l'immeuble, soit à l'entière satisfaction de l'acheteur ou
sans quoi l'offre d'achat va devenir nulle et non avenue. Donc, on pourrait se donner un délai, par exemple. On va se donner 3 semaines pour aller faire des vérifications pour voir est-ce que la ville nous autoriserait à subdiviser un logement ou à agrandir l'immeuble. Donc, c'est sûr que même si, avant de faire une offre d'achat, si on a fait nos vérifications, je me mettrais quand même la clause pour aller faire des vérifications plus profondes et écrites là, avec la ville. Parce qu'ils peuvent très bien vous dire oui au téléphone, mais après ça, c'est un non. Donc, on peut le faire dans les deux cas. Comment savoir si un immeuble est en vente depuis longtemps, mis à part le voir sur Centris? Peut-être des petits cas, donc on demande au courtier. On peut voir aussi, au lieu d'aller dans Centris, on peut aller dans MLS. Donc, dans MLS, là, on a parfois des informations sur la date à laquelle ça a été mis en vente. On peut aussi regarder dans les fiches Centris, souvent, l'immeuble à revenu, il va y avoir la date des revenus. Donc, souvent, ça va être écrit en date du 22 février 2024. Bien, probablement que le courtier, voici l'état des revenus au moment où il l'a mis en vente, cette transaction-là. Donc, c'est une des façons de voir. Et sinon, bien, c'est de le demander à votre courtier de vous sortir là, depuis quand c'est en vente. Je dois quitter, donc je ne peux pas rester plus longtemps. Je donne un cours à l'université dans exactement 3 minutes. Donc, si vous avez des questions, ceux qui vont l'écouter après coup, ou ce soir ou cet après-midi, n'hésitez pas à me poser des questions ici, dans ma page Facebook ou dans le groupe. Je vais vous répondre plus tard, donc ça va vraiment me faire plaisir. Et on se retrouve demain pour la suite où on va parler de financement. Donc, je pense que c'est une des parties qui va le plus vous intéresser de votre bootcamp. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter la journée 1. Là, ceux qui ont vécu des problèmes techniques hier avec moi, vous ne voyez pas ma présentation. J'ai effacé cette vidéo-là et j'ai remis la vidéo dans laquelle vous voyez la présentation. Donc, heureusement, celle que j'avais sur ma page perso avait fonctionné. C'est vraiment juste dans le groupe que ça ne fonctionne pas. Donc, allez faire le petit défi où hier, je vous demandais de faire une petite analyse démographique avec les statistiques de c'est qui, c'est quoi les revenus, qu'est-ce qui s'en vient, le nombre d'habitants, est-ce qu'il y a une prospective d'avoir une augmentation de la population dans votre ville, etc. Donc, de me faire une petite synthèse et d'aller mettre ça en dessous du vidéo de la première journée. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve demain.